Bon, ben, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce live. Comme je disais en introduction, avant que tu arrives, je trouve que tu as un super travail, voilà, qui mérite le coup d'œil. Donc, Merci. j'attends du côté de ta page Insta ou de ton site. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours vers la céramique? Qu'est-ce qui t'a plu à l'intérieur? Comment tu as fait pour te former? Ok. Euh, j'ai fait un bac art appliqué. Donc en fait, dès le lycée, j'étais quand même orientée art, artistique. Et puis en fait, mon lycée proposait de visiter les portes ouvertes des grandes écoles d'art à Paris. Et en fait, ça m'a fait pétiller les yeux. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop aller à Paris. Ça a l'air incroyable. Les gens sont cool. Les projets étaient magnifiques. Enfin, ça m'envoyait du rêve. Et je me suis dit, mais du coup, dans quoi je m'oriente? Et, euh, et donc, moi, c'est vraiment la matière qui m'intéresse. Et pourquoi le matériau de la céramique? C'est parce que il y a vraiment différents états, le solide, le mou, le liquide. Et je trouve que c'est ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, par rapport au bois où finalement il est dur, bah là, on a vraiment plein de types de matière. Et puis aussi, bah, les émaux, enfin les couleurs qu'on n'a pas dans d'autres matériaux. Et je me suis dit, bah, go, on teste. Parce que moi, j'ai pas une famille d'artisans. Je viens pas d'un milieu artistique. Et j'ai pas Ils font, entendu ça. ils font quoi tes parents d'ailleurs? Mon père, il est kiné et ma mère, elle est aide-soignante. Voilà. Et donc, du coup, je suis vraiment allée dans une idée de on voit, on teste. Et j'en avais jamais fait avant. Et, et j'ai été prise parce que c'est aussi pas facile de rentrer dans cette école. Donc j'ai été prise, j'étais hyper contente. C'était hyper enrichissant. Je regrette, mais pas du tout d'avoir fait. Donc c'était le DMA. Elle a Ah, duré combien d'école? alors c'est en 2 ans. C'est comme l'équivalent d'un BTS. Donc le DMA, c'est un diplôme des métiers d'art et c'était spécialisé dans la céramique. Ok. Donc pendant 2 ans, j'ai fait que de la céramique. Et puis après, je me voyais pas. Je voulais arrêter l'école parce que l'école, c'était plus trop mon truc. Mais je me voyais pas me lancer à mon compte. Et donc du coup, l'école proposait de faire 1 an de stage conventionné. Donc j'ai pu aller chez différentes céramistes, différents professionnels pour approfondir un peu le sujet. Et c'est là où je me suis dit, oh là là, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'avoir mon atelier, de faire mes propres choix, de créer ma collection. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me mettre à mon compte en tant que céramiste. Et je me suis lancée. Donc, ouais. Et ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis céramiste. Et ça fait 3 ans que là, je suis à Besançon. C'est mon atelier boutique sur Donc, t'as place. quitté Paris, mais t'es restée dans une grande ville. Oui, oui, Paris, c'était beau et j'aime y retourner, mais je m'y vivrai pas y vivre et puis parce que c'est cher et finalement, mine de rien, parce que j'aimais beaucoup Lyon aussi. Et finalement, je me dis, c'est pas plus mal d'être pas dans une grande ville parce que aussi il y a de la concurrence, enfin, dans la concurrence entre guillemets, mais il y a beaucoup de choix. Et je me dis, dans les villes plus petites, eh ben, il y a moins de propositions, moins de choix et je peux me faire peut-être plus ma place, entre guillemets. Trop bien. Donc, je suis vraiment contente que je suis. Enfin, ça me correspond en tout cas. Besançon. Donc toi, tu tournes, tu coules tes pièces, Oui. tu joues beaucoup sur les couleurs. Comment est-ce que tu réfléchis tes pièces? Est-ce que tu vas les réfléchir à partir de la forme et ensuite tu vas ajouter la couleur? Est-ce que tu pars de la couleur pour aller vers la forme? Est-ce que c'est totalement autre chose? Comment tu fais? Euh, alors, en fait, donc je travaille et la couleur et les motifs. Donc du coup, moi, je me suis vraiment basée sur des formes hyper simples et hyper épurées pour pas ce soit surchargé et qu'il y ait trop d'informations. Du coup, voilà, vraiment des formes très très simples. Et après, oui, effectivement, du coup, je m'amuse plus avec les couleurs. Euh, et j'ai 3 ou 4 motifs différents. Et là, en fait, du coup, on est en janvier et du coup, ça cogite dans ma tête. C'est une nouvelle année et du coup, je réfléchis à beaucoup de choses.
Et je me rends compte que on a envie de trop, enfin, les céramistes, les artisans, on est créatifs, donc on a envie de faire plein de trucs. Mais il faut arriver à se recentrer et pas, en fait, au final, proposer trop de choix. Et c'est pour ça que j'ai peu de motifs. J'ai déjà quand même pas mal de couleurs, mais j'ai pas envie de trop de m'étaler. Du coup, voilà, c'est des sélections que j'ai fait et en 5 ans, ça a pas trop bougé. Le style a un peu évolué, mais j'ai pas rajouté beaucoup de choses. Et pour l'instant, ça fonctionne, donc je ressens pas le besoin de changer. Je sais pas. Ok. Et comment justement est-ce que tu as trouvé ce style au début? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver directement? Est-ce que c'est par hasard? J'aimerais trop répondre un truc hyper poétique et artistique avec une démarche, mais non, c'est arrivé hyper spontanément. Et j'ai eu fin. Dans ma tête, en fait, justement, je me suis pas non plus trop éparpillée. En fait, j'avais quand même une idée assez structurée dès le départ. Mon objectif, c'était de faire une collection. En fait, je voulais quelque chose direct, harmonieux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de céramistes qui se mettent à leur compte, qui vont tester plein de techniques, plein d'effets différents. Et pour le coup, moi, c'était l'inverse. Ma réflexion, c'était vraiment quelque chose de cohérent. Et du coup, tout est venu assez spontanément au niveau des choix, des motifs et des couleurs. J'ai pas passé du temps à faire des croquis, à réfléchir pendant des heures, mais ouais, je sais pas. C'est j'ai testé évidemment, et c'est les tests qui m'ont plu, mais c'était très rapide au final. Et comment tu dirais, dis que Ouais. Enfin, de mener une collection, une collection, de quoi est-ce que ça se compose? Combien d'éléments est-ce qu'il faut au minimum? Quand est-ce qu'il y en a trop? ouais. Ben ouais, mais c'est justement les questions que je me pose en ce moment même. En fait, du coup, moi, j'ai à peu près entre 10 et 15 pièces, je pense, différentes, de modèles différents. Et, euh, et en fait, au début de mon activité, justement, on a ce truc de les gens veulent que tu fasses tout. Ils veulent que tu fasses le porte-savon, ils veulent que tu fasses le presse-agrumes, ils veulent que tu fasses le pichet à eau, ils veulent que tu en fasses toujours plus. Et donc, tu te dis, la réflexion, c'est, ah bah, plus j'ai de choix, plus je vais vendre, puisqu'ils trouveront forcément leur bonheur. Mais aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte, parce que j'ai envie de développer un peu plus la vente en ligne, que ceux qui arrivent sur la vente en ligne, eh ben, ils ont peu de propositions. Ils ont une 10-15aine de propositions et ils fonctionnent super bien. En fait, je pense que ça permet de pas s'éparpiller. Et je pense que j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, non, moi, j'ai pas envie de faire 50 minutes produits. J'ai plus envie de me concentrer sur une tasse expresso et comment je peux la décliner, en fait. Comment je peux avoir en un modèle plusieurs possibilités d'association. En fait, moi, j'ai envie que la personne, elle arrive devant mon stand. Il y a plein de tasses expresso. C'est le même gabarit, la même forme, mais qu'elle fasse ses choix de motifs et de couleurs et qu'elle fasse son petit ensemble. Mais au final, c'est le même format. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ah bah, c'est une bonne idée. Donc toi, tu coules. Toi, tu es une céramiste qui coule. Tu as t'as ton atelier. C'est un atelier qui est en pleine ville, c'est un atelier qui est à la campagne. Comment tu veux commencer? Alors, bah, au début de mon activité, oui, j'étais dans le Jura perdu en pleine campagne. Et du coup, je suis venue à Besançon. Et là, je suis au centre-ville. Et ça a radicalement changé mon travail parce que je vends très bien dans ma boutique et j'ai du passage devant et c'est la visibilité. En fait, c'est les gens qui me voient parce que c'est atelier boutique. Donc, je j'ai pas une autre pièce au fond où je travaille et le côté boutique. Donc, les gens me voient sur place travailler et je pense que mine de rien, ça a un impact sur mes ventes. Et je suis hyper heureuse d'être au centre-ville et je changerais pour rien au monde. Après, du coup, j'ai un loyer assez élevé. J'ai les charges qui tombent. Ouais, c'est bon. Mais bon, pour l'instant, ça fonctionne. On peut pas tout avoir que c'est... Ouais. Oui. Euh, C'est des calculs, voilà. C'est donc, ton atelier, c'est un atelier surtout de coulage-moulage. Généralement, je pense que pour beaucoup de céramistes qui suivent ici, ils ont plutôt un atelier de tournage. Qu'est-ce qui est particulier dans un atelier de coulage-moulage? Quels sont les outils indispensables et quel est l'agencement qu'il faut?
Ben, c'est sûr que oui, il faut une grande table et des étagères pour ranger ses moules, mais je pense que n'importe qui qui a une pièce, enfin, ouais, je pense qu'il faut pas plus ou moins d'espace qu'un tourneur parce que, enfin, oui, oui, ça prend de la place, les moules, c'est gros, mais je sais pas quoi répondre de plus. Euh, Moi, j'ai pas de table de coulage où je revide. En fait, il existe des tables creuses où tu revides directement tes moules, tu les laisses couler dans la table. Moi, j'ai pas ça, je me débrouille autrement. Je revide directement dans mon pichet, dans mon bac. On peut se débrouiller, en fait. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, toi, dans ton atelier, tu as une grande table où où tu coules tes moules et où tu moules et où tu vas couler. Euh, Est-ce que toi, ton atelier, t'es quand on pratique le tournage, d'avoir un temps qui récupère tous ces déchets avant d'aller dans les évacuations? J'ai mis en place un bac de décantation. Euh, c'est assez récent. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Et donc, du coup, l'eau, elle passe par le dessus et du coup, ça a le temps de descendre. Mais ma question après, ça va être qu'est-ce que je fais de ces déchets? Parce que du coup, on m'a dit que donc là, je commence à accumuler pas mal de déchets, donc il va falloir que je m'en occupe. On m'a dit que je pouvais cuire. Si c'est de la terre, je la cuis dans mon four et après je m'en déchette. Mais c'est un mélange de plâtre, émaux, terre. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets une fois que le bac de décantation il est là? Est-ce qu'il y a des gens spécialisés qui peuvent récupérer cette matière? En fait, il faut vraiment que je me renseigne sur cette question. Et par contre, Je veux bien. si c'est, tu vois, si t'as les queues de la terre et des émaux, tu peux les cuire et après Oui. les rendre inertes. Toi, avec le plâtre, franchement, moi, je le ferai pas dans mon four. Je l'ai pas testé et j'ai peur. Et donc, dans ce cas-là, moi, je l'amènerai en déchetterie, je la mettre dans les produits nocifs comme la peinture et tout. Pas ce qui est triste, mais il y a pas grand-chose à faire, je pense, que ça. Oui. Après, à côté de ça, mes mains, je me les lave dans un bac spécial. Enfin, j'ai quand même des bacs spéciaux où je lave mes outils d'émail dans un bac émail. Je récupère le fond. Pareil pour la terre. Ça, c'est recyclé, quoi. Au niveau des moules, combien est-ce que tu as de moules dans ton atelier et comment est-ce que tu fais pour entretenir tes moules? Alors, je pense alors, vu que je disais que j'ai entre 10 et 15 formes de types différents de formes, euh, je j'ai pas compté mes boules, je sais pas combien j'en ai. Mais pour vous donner une idée, du coup, pour les grosses pièces, les plats, les vases, les saladiers, j'ai que un moule. Et donc, pour dire en vrai comment je fonctionne, donc je travaille la porcelaine de coulage, euh, je fais que un coulage par jour. Parce que j'ai trop peur que ma porcelaine elle se déforme et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est ma manière de fonctionner, je fais qu'un coulage. Mais ça veut dire que si j'ai que un moule de base, ça veut dire que je fais que un vase par jour. Après, c'est pas la pièce que je vends le plus, donc c'est pas grave. Ressens pas le besoin d'avoir plus de moules dans le vase. Mais par contre, dans la tasse expresso que je vends super bien, c'est mon produit phare. Euh, et ben, alors, moi, je mets du temps à évoluer. Je mets du temps à comprendre les choses qu'il faut que je mette en place. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte, mais ça va très doucement dans ma tête pour mettre des solutions en place. Donc, c'est très récent, où en fait, c'est l'année dernière, en janvier 2023, où je me suis dit, en fait, il faudrait que je fasse plus de moules. Donc, aujourd'hui, je suis à une quinzaine de moules de tasses expresso. Donc, aujourd'hui, je peux faire une quinzaine de tasses par jour. Voilà. Alors qu'un bon tourneur, il te les enchaîne, il peut t'en faire vraiment des tonnes et des tonnes par jour. Moi, je suis limitée. Je suis limitée en fonction de mon nombre de moules, quoi. Et combien, Mais ça me va. et combien de temps et combien ton moule met de temps à sécher pour pouvoir le réutiliser? Euh, je l'utilise tant que ma pièce, elle se décolle, je l'utilise, je le laisse pas sécher. Il est tout le temps humide. Et surtout en hiver, quand il pleut et tout ça, il est tout le temps mouillé. Donc, à un bout d'un moment, la pièce, elle se décolle plus, ben, Là, ouais, je me laisse. Mais
Par contre, oui, ils s'usent mes moules et je pourrais pas dire combien de fois je les change. J'ai pas. Après, plus ton moule est usé, plus il y a des petits creux et donc plus tu dois faire de finition sur la pièce derrière. Bon, il y a des moules que j'ai depuis très longtemps, mais je disais encore. Ok. Donc toi, tu moules tes pièces, mais tu travailles aussi la couleur dans ton coulage. Comment est-ce que tu travailles cette couleur? Est-ce que c'est la même approche que pour les émaux? Est-ce que tu utilises des oxydes métalliques, des colorants de masse? Comment tu fais? Ouais, j'utilise des colorants de masse et effectivement, pourquoi j'utilise la technique du coulage et pas autre chose, c'est qu'en fait, je pourrais vraiment pas avoir ce résultat euh, de motifs et de couleurs si j'utilisais une autre technique. Et les colorants de masse, c'est un peu une valeur sûre en fait. On sait que la couleur, elle va être peps en fait que je pourrais peut-être pas avoir dans les oxydes. Enfin, les oxydes, ça va faire plus des couleurs naturelles et moi, ben, c'est pas mon esthétique de travail. Je voulais des couleurs un peu fortes. Et forcément, bah, plus t'en mets, plus le pourcentage est élevé dans ton colorant, dans ta terre, plus la couleur va être intense. Mais moi, quand je me suis mis à mon compte, je me suis tout de suite dit, achète des colorants de masse qui sont pas trop chers, parce que sinon, ça va te coûter trop cher à la fabrication. Aujourd'hui, je me fais un peu plus plaisir parce qu'il y a des couleurs que j'affectionne beaucoup, comme le framboise. Et le framboise, ça vient du rouge. Donc le rouge, c'est une couleur qui coûte très cher. Mais j'en mets du coup pas beaucoup pour pas que ça soit excessif dans les prix parce que sinon le prix de la pièce elle va augmenter voilà. Ok. Donc plutôt colorant de masse, Oui. mais en faisant dans attention au prix. Pourquoi est-ce que tu en es venu aussi à la porcelaine de coulage? Pourquoi t'es pas passé sur le grès ou la faïence de coulage? Ben, c'est ce que je disais, ouais, les résultats au niveau des couleurs et des motifs, je ne pourrais pas l'obtenir avec du grès de la faïence. Et puis la porcelaine, le toucher est vraiment bah, beau. Enfin, je l'affectionne vraiment. Euh, ouais, je pourrais pas le dire, ça s'est fait naturellement de choisir la porcelaine. Ok. Tu disais que tu essayais de décliner plein de décors différents sur la même forme, donc notamment sur tes tasses expresso. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir comme décor, par exemple, avec cette technique de terre coulée colorée? Alors, du coup, moi, au niveau de mes motifs, j'ai la collection Wavy, donc c'est une superposition de couches colorées. Donc, pour vous expliquer un peu vite fait la technique, donc je prends ma porcelaine qui est liquide, j'en mets un tout petit peu au fond de mon moule et je vais faire un jeu de basculement. Donc là, je conseille aux gens d'aller voir un peu mon travail. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de vagues et en fait, c'est vraiment un jeu de va-et-vient où en fait, je guide la porcelaine qui est liquide dans mon moule. Et après, donc, c'est un jeu de superposition de couches colorées parce que j'attends que la couche du bas sèche, j'en mets une deuxième qui va dépasser par-dessus et je remplis de blanc. Mon deuxième motif, c'est le marbré. Donc là, je fais mon mélange au préalable et je coule. Donc quand je démoule, bah, c'est la surprise parce qu'en fait, il y a une grosse part d'aléatoire. Quand je coule, ben, elle vient, il y a un jeu de mouvement en fait dans le mélange des différentes terres colorées. Euh, Après, j'ai une collection éphémère des cœurs. Et les cœurs, je les peins à la main sur la paroi du moule avec ma porcelaine de coulage. Donc là, c'est un peu galère, c'est un peu chiant parce que du coup, les moules sont étroits. Il faut venir, la porcelaine est un peu pâteuse. Euh, c'est pas ce que je préfère faire parce que c'est long. Mais en même temps, j'ai pas envie de changer de technique parce que si je fais un décor à l'engobe sur une pièce qui est déjà sortie et déjà finie, j'ai peur d'avoir ces côtés un peu traces de pinceau et de pas avoir un joli aplat de couleurs. Mes cœurs, ils sont vraiment pleins et propres et que du coup, ça fait écho à mon autre travail avec les Wavy. Donc, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant. Mais du coup, on peut vraiment avoir. Là, je suis en train de réfléchir. Je suis pas sûre, mais potentiellement donner des ateliers ou des cours pour plus tard. Et c'est une des idées potentielles de faire peindre les gens sur la paroi du moule. Et donc là, libre cours à l'imagination. Les gens peuvent vraiment. C'est une carte blanche en fait. C'est comme un tableau. On vient peindre ces motifs. Voilà, de ce qu'on veut. Et
juste dernier petit truc. Du coup, j'avais fait pour moi une juste vraiment pour moi un vase. Et du coup, j'avais pris mes porcelaines de coulage que j'avais laissé sécher, mais pour qu'elle ait une texture un petit peu molle, donc pas trop dure. Et j'avais fait des petits boudins que je suis venue aplatir et que je suis venue coller sur la paroi du moule. Et après, je suis venue couler ma porcelaine blanche liquide, alors qu'il y avait ce côté un peu plus dur. Et donc, ça ouvre encore les champs de possibilités. En fait, en coulage, on se rend pas compte, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est clair que dès que tu explores la couleur mêlée après oui, mêlée au coulage, c'est un champ d'écosystème incroyable. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais quelques conseils pour ceux qui aimeraient débuter dans cette technique? Alors, c'est vrai que le coulage, en fait, d'un point de vue extérieur, on croit que c'est peut-être un peu facile ou accessible, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Et ben, c'est comme tout, hein, comme tous les métiers artistiques et manuels. En fait, même le tour, c'est en faisant qu'on rencontre les problématiques, on voit qu'est-ce qui est difficile et voilà, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Moi, mes problématiques, mais ça, c'est peut-être une question précédente, enfin après, mais je réponds maintenant. En fait, mais les problématiques que je rencontre avec le coulage, bon, forcément la déformation de la porcelaine, ça c'est chiant. J'ai pas la solution miracle. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais je sais, j'ai testé plein de trucs et je pouvais pas dire qu'est-ce qui a fonctionné. Mais bon, voilà, il faut faire des tests, des ajustements. Euh, mais la problématique que je rencontre souvent, c'est ma porcelaine de coulage, elle est pleine de bulles. Ça, c'est super chiant. Et en fait, j'ai pas de. euh, En fait, la solution que j'ai trouvée pour enlever les bulles, c'est que il faut la laisser, il faut la préparer bien à l'avance. Faut pas la préparer la veille. Tous les jours, je la remue. Euh, et j'utilise un tamis à émail et non à terre parce que le tamis à émail est plus fin et donc du coup tamise bah, un peu mieux. C'est plus long à faire, mais voilà, le conseil que Petit, quoi. Tannin maïs 100 plutôt que Tannin maïs 80, par exemple. c'est ça. Voilà. Mes conseils, bah non, après c'est le moulage plâtre, hein, et ça il faut s'y connaître. Je fais mes moules moi-même, donc du coup bah il faut savoir la consistance du plâtre. Ça s'apprend en fait. Ouais, faut maîtriser le moulage. Et donc, quels sont les quels sont c'est les principales galères que tu rencontres dans cette technique? Oui, bah voilà, c'est ça que je disais. C'est la déformation principalement. C'est les bulles, enlever les bulles et fabriquer correctement ces moules. Euh, Et ouais. comment, au niveau des déformations, est-ce que tu vois une corrélation, par exemple, entre la taille de la pièce et la déformation? Est-ce que tu as plus facilement des déformations peut-être avec des assiettes qui sont plates et où il y a un déport plus important ou pas? Non, non, non. Oui, je sais que ça le fait sur peut-être au modelage ou autour, mais moi, mes grosses pièces sont pas plus déformées que les petites. Ouais. Donc ça, ouais, ça dépend des jours. Quelques fois ça se passe bien et des fois. Est-ce est-ce que c'est parce que il a fait trop chaud dans l'atelier et qu'elles ont mal séché? Est-ce que c'est moi en les manipulant? Est-ce que débrider la pièce, le geste pour débrider. Alors débrider, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait quand on coule notre porcelaine, par exemple, on coule à ras-bord, mais on va laisser déborder un peu la porcelaine et en fait on va venir racler le bord pour racler pour enlever l'excédent de terre qui a débordé et donc faire que le bord de notre objet soit propre et lisse. Et là, la manière dont on va enlever l'excès de terre euh, va être importante parce que c'est là où on peut faire des erreurs. Là où...
J'ai pas entendu. Avais-tu autre chose à rajouter sur ça? Euh, non, non. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de la céramique? Alors, ça fait, depuis que je suis sur Besançon, ça fait 3 ans que j'en vis pleinement. Euh, donc, au début, j'ai fait un service civique et j'étais nounou pendant 1 an. Et là, vraiment, je donne, pas pour l'instant, je donne pas de cours. Donc, je vis vraiment de la vente de mes pièces. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je trouve toujours ça dingue. Et en fait, j'arrive pas à y croire. En fait, je trouve ça dingue qu'il y a des gens qui aiment mon travail et qui l'achètent et qui l'utilisent dans leur quotidien. Je trouve ça toujours aussi fou. Et je suis hyper contente. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 livres d'inspiration ou 3 films d'inspiration ou 3 choses qui t'inspirent? Euh, alors, je suis pas une grande bouquineuse, donc j'ai pas de livres à conseiller. Par contre, je suis abonnée à la revue de la céramique et du verre. Et je crois il existe aussi la revue des métiers d'art et qui mettent en lumière des artistes et des artisans très talentueux et qui expliquent ce qui se fait actuellement dans le monde de l'art. Et du coup, je conseille de s'abonner à cette revue mensuelle. Euh, et je voulais juste parler d'un céramiste que je suis sur les réseaux, que je trouve son travail vraiment dingue en coulage. Si ça peut donner envie d'aller aux gens d'aller voir un peu ce qui se fait en céramique coulée et colorée. Il s'appelle Forest Ceramic Co. Donc Forest Forest, céramique avec un C et Co CO. Et en fait, donc nos univers sont un peu similaires, on va dire, parce qu'il fait du marbré, mais un marbré complètement différent du mien. Et il fait aussi un système de couche par couche, de petites vagues. Mais techniquement, franchement, il est incroyable. Et donc, il montre plein de vidéos explicatives. Et je trouve que c'est un bon exemple à voir de ce qui se fait. Voilà. Et pour terminer, je vais te poser plusieurs petites questions de suite. Ok. Donc, on va essayer d'en faire ça assez rapidement, sans pour récalquer, et qui va être en lien avec la céramique ou pas, pour apprendre à plus te connaître. Ok. Donc, toi, Yael, plutôt musique ou podcast à l'atelier? Aucun des deux. Eh ben, silence. C'est moi et mes pensées. Alors parfois les pensées sont trop présentes, mais je travaille dans le silence. Sinon, ça me prend la tête. Quel est ton outil préféré? Mon motif? Ton Ouais. outil. Ah, mon outil, pardon. Je t'entends pas très bien. L'éponge. Ok. Est-ce que tu as une éponge préférée? La jaune de chez Céram Décor parce qu'elle est un peu épaisse et un peu ferme. Et je trouve qu'elle est efficace. Si tu devais te lancer dans le tournage ou dans le modelage, que choisirais-tu? Euh, je dois choisir une des deux techniques ou ouais, le modelage, 100%. Est-ce que te considères plutôt comme artiste, artisane ou céramiste? Je me considère comme céramiste artisane. Quelle est ta phrase et ton mantra préféré que tu te répètes régulièrement? Oula, ça va aller? Et si tu avais un céramiste passé que tu devrais rencontrer, que tu pourrais rencontrer, lequel choisirais-tu? Rencontrer. Ben, il y a Top Top Céramique qui est ultra connu sur les réseaux et je les trouve enfin, ils ont l'air d'être vachement cool et j'aimerais bien les rencontrer dans la vraie vie. Ok, bon ben super. Et bien en tout cas, merci pour tout Yael. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.